Et si je vous disais que deux propriétés identiques dans la même rue pouvaient avoir jusqu'à 40% de différence de revenus annuels? Le secret, c'est ni l'emplacement, ni les équipements, ni la chance. C'est ce qu'on appelle le revenu management, c'est-à-dire la gestion des revenus. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors justement, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va se plonger dans l'univers de la gestion des revenus, le revenu management, sur nos locations en courte durée. Vous soyez propriétaire d'un studio à Paris ou d'une villa en Provence, cette vidéo va tout simplement changer votre approche sur la rentabilité. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir les stratégies concrètes qu'utilisent les professionnels pour maximiser leurs revenus et même en période creuse. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois entre 1 et 2 fois par semaine des vidéos où je te parle de business. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans maintenant, mais là, je te parle cette chaîne YouTube vraiment de business autour d'Airbnb, autour de la location courte durée. Donc, je te livre des stratégies, je te donne également des tips, des astuces, des recommandations. On voit aussi un petit peu le côté légal de notre activité. Bref, tout ce qui touche autour de la courte durée, tu as tout ça sur cette chaîne YouTube. Donc, pense à t'abonner. Et quand on fait la location courte durée, finalement, on a trois grosses manières d'avoir des business autour de ça. C'est soit tu es investisseur IMO et tu exploites en courte durée. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as créé une société de sous-location, comme moi j'ai pu le faire également. Ou peut-être que tu as créé une entreprise de conciergerie et c'est également ce que j'ai mis en place à plusieurs reprises. Donc des business autour de cette fameuse plateforme Airbnb qui nous permet de générer des revenus, d'atteindre la liberté financière comme j'ai pu l'atteindre. Ce que je te propose aujourd'hui, eh bien, si tu souhaites aller plus loin ton activité, si tu souhaites mieux la structurer, mieux l'organiser, ou tu souhaites développer ton chiffre d'affaires avec des objectifs que tu t'es fixés, eh bien, je te propose de rejoindre mon accompagnement privé que je propose aujourd'hui. Donc, tu vas découvrir un petit lien dans la partie description. Tu vas découvrir le contenu de cet accompagnement qui dure sur 12 mois. Et si tu souhaites être accompagné, tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique. On verra ensemble tes objectifs, ce que tu souhaites concrètement mettre en place et voir aussi si derrière ta candidature peut correspondre à ce que nous, on souhaite mettre en place avec des personnes qu'on a identifiées qui souhaitent tout simplement développer leur business ou qui ont des ambitions tout simplement importante. Donc, tu découvriras cet accompagnement dans cette partie description de cette vidéo et puis tu pourras ensuite prendre un rendez-vous. Tu découvriras aussi des formations complètement gratuites justement sur le business Airbnb dans cette fameuse description. Donc aujourd'hui, on va voir la gestion des revenus. Je t'ai préparé donc tout simplement mon argumentaire et on va découvrir ça de manière que ça corresponde pour les débutants, mais aussi que ça corresponde à ceux qui sont un petit peu évolués et qui sont peut-être en galère aujourd'hui pour prendre des réservations. Ce qu'il faut que tu comprennes déjà, avant même de commencer, ce qui est super important, si aujourd'hui tu n'as pas de réservation, tu ne prends aucune réservation, je te le dis, c'est qu'il y a un problème. C'est pas la malchance, c'est pas parce que, comme j'entends parfois, oui, mais en ce moment c'est la crise, oui, mais en ce moment il y a les impôts à payer, etc. Non. Ok, c'est qu'il y a un problème sur ton logement. Et très certainement autour des prix qui sont pratiqués. C'est évident. Pourquoi? Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi tu es obligé de brader tes prix? Ça, c'est une autre histoire. Mais je te le dis, c'est parce que en fait, ton logement ne correspond pas au prix attendu du voyageur de ton logement. Et encore une fois, je te le redis, pourquoi? Ça, il y a peut-être des explications. Pourquoi aujourd'hui tu es obligé de brader tes prix pour atteindre tout simplement la réservation. Donc, on va découvrir ça plus en détail aujourd'hui, puisque en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout repose sur le revenu management. Donc moi, du revenu management, j'en fais depuis très longtemps. J'ai découvert ça il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'ai lancé mes premiers business donc en Thaïlande. Je connaissais rien au marché, je découvrais totalement la ville et tu te doutes bien qu'il a bien fallu que je comprenne les prix qu'il fallait pratiquer par rapport à la typologie de logement, par rapport au quartier, par rapport à la qualité du logement, aux prestations qu'on proposait, pour derrière avoir le prix qui corresponde pile poil à ce qu'attend le voyageur. Pour que nous, on ait des excellents résultats en termes de chiffre d'affaires et donc de rentabilité, mais qu'en même temps, on s'assure que le calendrier est rempli. Et je te le redis, si ton calendrier aujourd'hui n'est pas rempli, tu as des trous, ça se remplit mal, c'est qu'il y a un problème sur les prix.
Mais attention, le problème sur les prix peut laisser derrière sous-entendre, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour moi dans le revenu management, parce que le revenu management va beaucoup plus loin que vous le pensez. Ce n'est pas uniquement une histoire de prix. Oui, c'est une histoire de prix, c'est évident. Mais c'est une histoire de prix parce que, en fait, le prix correspond au logement et pas que par rapport à la concurrence. C'est aussi lié à ton logement. Il est accroché en fait à ce qui se passe dans le logement. Et c'est ce que je veux vraiment accentuer dans cette vidéo. C'est pour ça que ça sera une vidéo qui sera un petit peu différente de ce que tu peux entendre sur Internet, de ceux qui te parlent de revenu management. Ils vont dire qu'il faut aller bon prix, etc. Oui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que je vais te parler. Mais ce que je veux te faire comprendre aussi, c'est que c'est accroché en fait ça à la notion de ton logement. Alors, c'est quoi le revenu management? Pour ceux qui déboulent ici pour la toute première fois, donc en fait, c'est l'art de vendre le bon produit au bon prix, au bon moment, au bon client. Donc, tu vois, c'est le bon produit, le bon prix. Donc, ça, c'est ce que beaucoup de gens te parlent en revenu management. Ils disent qu'ils te font du revenu management et qu'ils te parlent de revenu management parce qu'ils ne parlent que du prix. Mais il n'y a pas que ça dans le revenu management. Il y a, je viens de te le dire, le produit, donc le prix, le bon moment, mais aussi le bon client. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc imaginez que vous vendez par exemple on peut prendre n'importe quoi, vous vendez des parapluies, et qu'un jour de pluie, vous pouvez les vendre plus cher car la demande elle est forte, on est d'accord. Quand il pleut, forcément il y a plus de demande sur les parapluies. Moi le premier, quand il pleut, il suffit que je n'ai pas pris un parapluie, je vais sûrement en racheter peut-être même un autre. Tu vois. Donc la demande elle est là. Par contre, un jour ensoleillé, c'est évident que vous allez baisser les prix parce qu'en fait, il vous reste des produits en stock, vous avez du mal à les écouler. C'est le même problème en fait avec la location. Donc, dans le secteur de la location courte durée, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande en fait fluctue énormément. Vous avez des festivals, vous avez des salons, des vacances scolaires, des événements sportifs. Vous avez aussi les conditions météorologiques. Tout ça, en fait, vont influencer énormément ce que les gens sont prêts à payer pour votre logement. Alors, l'erreur la plus connue, je vais la redire ici, mais bon, vous la connaissez, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que les prix, il n'y a qu'un prix et éventuellement, on va le changer une fois dans l'année pendant la période de haute saison et ça s'arrête là. En fait, ça revient à dire, c'est comme si vous conduisiez une voiture, toujours à la même vitesse, peu importe que vous soyez dans la commune ou sur l'autoroute. Alors, qu'est-ce qui va influencer en fait les prix? Donc, il y a 3 raisons qui sont cruciales à l'influence des prix. Et pour ça, en fait, ce qu'il faut dès le départ, quand vous lancez votre business, c'est définir 3 périodes de l'année. Il y en a 3. Pas 2, il y en a 3. C'est déjà la haute saison. Donc, la haute saison, pour moi, c'est juillet-août, les vacances scolaires et des événements majeurs. Par exemple, moi, sur ma ville, au mois de juin, on a les 24 heures du Mans. C'est une haute saison. C'est classifié dans la catégorie haute saison. Donc ça, c'est important déjà de les identifier. Ensuite, tu as la saison normale. Donc là, c'est le printemps, début de l'automne, des périodes un petit peu plus stables. Et ensuite, tu as la basse saison. Donc la basse saison, pour à peu près tout le monde, c'est janvier-février, sauf peut-être ceux qui sont dans des stations de ski, bien évidemment. Ça peut être aussi novembre. Novembre, c'est une période un petit peu bizarre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque saison va nécessiter une approche de prix complètement différente. C'est pour ça que tu ne peux pas te dire « Oui, mais moi, le week-end, j'ai les prix, la semaine, j'ai les prix. » Oui, mais ce n'est pas la même chose en fait dans l'année. L'été versus l'hiver, week-end versus la semaine, vacances versus période normale, chaque période a sa propre dynamique de prix, c'est évident. Ensuite, tu as les événements locaux, donc ça va être un concert au Stade de France, par exemple si tu es sur Paris, tu as le Festival de Cannes, les fêtes de Bayonne. En fait, tous ces événements vont multiplier par 3, voire par 4 les prix. Et moi, par exemple, sur ma ville, sur les 24 heures du Mans, on est sur du x3. Donc ça change toute la donne. Mais on va voir qu'il y a des pièges. Et tu vas voir dans quel piège vous pouvez tomber très facilement. Ensuite, il y a la météo. Donc une semaine de beau temps, forcément, peut faire exploser la demande dans votre ville pour une location au bord de mer. C'est évident. Donc c'est important aussi de regarder peut-être la carte de France, etc., la météo, etc. Bien que ce n'est pas toujours parfait. Et puis ensuite, donc ça c'est tous les facteurs externes, et ensuite il y a tous les facteurs internes. Donc les facteurs internes, ça va être votre positionnement concurrentiel. Où est-ce que vous vous situez par rapport à vos concurrents directs? S'il y a plus d'équipements,
généralement, les prix sont les plus élevés possibles. Moi, ce que je vais vous recommander de faire, c'est dans votre ville de dresser 3 concurrents majeurs qui correspondent à votre logement, que vous avez identifié. Donc ça, c'est facile, notamment avec Ardena, de savoir les chiffres d'affaires qu'ils sont capables de réaliser pour que du coup, ça soit votre target. C'est ça que vous voulez atteindre en termes de chiffre d'affaires. Donc vous prenez ces 3 concurrents et vous les avez en ligne de mire, tout le temps. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut les copier, attention. Hein. C'est comme moi, dans mon business, je regarde mes concurrents, mais ça ne veut pas dire que je les copie. Mais je les regarde. Ça peut être inspirant dans la politique de prix, dans pas mal de choses liées au business, mais attention parce qu'il va y avoir des pièges aussi, parce qu'eux peuvent faire des erreurs. C'est comme quand vous étiez à l'école, vous étiez étudiant, je m'en parlais tout le temps, moi une fois, j'étais convaincu de mes réponses et j'ai eu le malheur de regarder la copie de mon voisin. Hein. Je regarde sa copie, je vois qu'il ne met pas du tout pareil. Et généralement, il avait plutôt des meilleures notes que moi. Qu'est-ce que je fais? Je vous jure, c'est vrai. Je copie ce qu'il écrit. Je copie ce qu'il écrit. Tout faux. Et le pire de ça, c'est que le prof l'a vu. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a lu la copie, il dit « c'est plutôt étonnant, tes réponses ». Et en plus de ça, voilà. Donc depuis, je me suis fait griller et en plus, j'ai une mauvaise note. Alors que j'avais toutes les bonnes réponses. Ensuite, taux d'occupation. Un autre truc que vous devez savoir, mais ça, vous le savez déjà. Normalement, si vous me suivez sur YouTube depuis le début, vous le savez que j'en ai déjà parlé plein de fois. Si vous êtes complet à 80%, bah, il y a de fortes chances que vos prix sont trop bas. Si par exemple, vous êtes complet dans les 2 prochains mois, enfin, dans 2 ou 3 mois, a priori, si vous n'étiez pas assez cher. Moi, par exemple, vous voyez, cette semaine, j'ai pris une réservation pour le mois d'octobre. Bah, a priori, je ne vais pas être bon. Je me suis dit, merde, je me suis planté là. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y avait un événement que je n'avais pas vu. Vous voyez? Donc, j'aurais pu gagner bien plus d'argent. Par contre, si vous êtes à 30% d'occupation, et surtout, par exemple, sur le mois en cours, enfin, ça, on va le voir dans la vidéo, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes beaucoup trop cher. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? En fait, il y a plusieurs stratégies, et c'est ce qu'on va voir ici. Vous avez le pricing dynamique. Donc, vous ajustez vos prix en temps réel selon la demande, hein, et plus il y a de la demande, plus vous allez augmenter, et moins il y en a, plus vous allez être attractif. C'est le principe de l'offre et la demande. Donc, on peut s'aider, notamment, c'est ce que font les algorithmes ou les logiciels type Pricelabs, Beyond Pricing, etc. Vous avez aussi Wheelhouse. Tous ces outils, en fait, c'est comme ça qu'ils font, en fait. Ils déterminent en fonction de l'offre, enfin de la demande, bah, ils déterminent on va dire un score, un scoring, et ils savent qu'il y a une très forte demande, donc il faut monter les prix. Et puis aussi, ils ont intégré dedans les événements qu'il y a dans votre ville. Donc prenons un appartement à Lyon, prix de base 80 € la nuit. Pendant la fête des Lumières à Lyon, bah, il va passer à 180 € la nuit. Et en janvier, plutôt mois calme, on va être à 60 €. Stratégie numéro 2. Vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important, mais je reprends quand même les bases, c'est important. Stratégie des seuils. Donc là, vous allez fixer des prix psychologiques. 99 € semble beaucoup moins cher que 100 €. On est d'accord avec ça, même si la différence n'est que d'1 €. Donc faites en sorte que quand le prix apparaît, bah, il y a le côté psychologique aussi. Mais c'est un peu compliqué aujourd'hui, je vous le reconnais, avec Airbnb notamment, parce qu'ils rajoutent leurs frais, s'il y en a, ils rajoutent aussi les taxes, etc., de séjour, etc. Ça peut pas forcément ressortir correctement. Ensuite, la stratégie numéro 3, c'est les promotions intelligentes. Donc, bien entendu, plus le séjour va être long, plus on met des remises. Vous pouvez aussi créer des offres de dernière minute, des prix spéciaux pour fidéliser, mais attention non plus à ne pas dévaloriser votre bien. Stratégie numéro 4, durée de séjour versus le prix. Donc l'erreur des nuitées minimum. Alors là, je vais vous donner une erreur que font beaucoup de gens, beaucoup. En fait, c'est imposer des nuits minimum. Par exemple, moi je vois sur les 24 heures du Mans, mon associé, en fait, dans la conciergerie, en fait, il met un minimum de nuitées. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, j'ai pensé à toi quand je l'ai faite. Il met un minimum de 5 nuitées. Oui, parce qu'il se dit, les gens, ils viennent pour les 24 heures du Mans, donc il y a effectivement la course, mais il y a tout l'avant. Il y a les essais, il y a les gens qui viennent un petit peu avant, etc., pour aussi voyager. Enfin, généralement, les gens viennent à la semaine. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Donc, lui, il met un minimum de nuitées, de 5 nuitées. Mais pour moi, c'est une erreur qu'il fait ici. Et c'est une erreur que vous faites. Parce que vous pensez que tout le monde va réserver les fameuses 5 nuitées parce que normalement, on vient sur la semaine, comme les festivals de Cannes, etc. On ne va pas venir que pour une nuitée, 2 nuitées. Généralement, on va rester plusieurs jours, on va en profiter pour
visiter la ville, etc., etc. Je suis d'accord sur le principe. Mais c'est une erreur pour moi de revenu management. Je vais vous dire pourquoi. Et qu'est-ce qui serait pour moi la stratégie gagnante? En fait, la stratégie gagnante, c'est de ne pas mettre de minimum de nuitées. Mais par contre, mettre un prix plus élevé, plus le séjour est court. Et par contre, avec des stratégies de remise dégressives en fonction du nombre de nuitées. Si l'objectif est d'atteindre les 5 nuitées, vous fixez cet objectif-là, bien évidemment. Mais si c'est 4 nuitées, ça sera un peu plus cher. Si c'est 3 nuitées, ça sera encore un peu plus cher. Si c'est 4 nuitées, si c'est 2 nuitées, pardon, ça sera encore plus cher. Et si c'est qu'une nuitée, c'est très cher. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif étant, en fait, d'ouvrir le calendrier pour tout le monde, que tout le monde puisse réserver. Mais par contre, effectivement, vous avez aussi des objectifs de rentabilité à avoir. Donc, par exemple, vous pouvez très bien mettre la nuitée 200 €, 2 nuitées, ça sera 180 €, 3 nuitées, ça sera 160 € la nuit, 5 nuitées, ça sera 140 € la nuit, et 7 nuitées, ça sera 120 € la nuit. L'objectif étant d'atteindre un chiffre d'affaires qui soit globalement similaire à l'objectif que vous étiez fixé. Et en fait, vous allez gagner bien plus d'argent en faisant ça. Parce que bien évidemment que, là j'ai pris 200 €, peut-être que ça pourrait mettre plus cher, peut-être 400, 500 € pour vraiment que ça soit significatif pour le voyageur. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut venir qu'une nuit? Ok, tu vas raquer quoi. Tu vas raquer 500 balles. Par contre, tu aurais pris 2 nuitées ou 3 nuitées, ça aurait été 150 € la nuit. Ce qui revient au même en fait, on est d'accord là-dessus. Stratégie numéro 5. Là, ça va être de définir des zones en fait temporelles. Donc ça, c'est une technique qu'utilisent beaucoup les professionnels. C'est définir votre stratégie sur 5 zones. Donc la première zone, c'est plus d'1 an à l'avance. Donc là, généralement, il n'y a pas de réservation donc à cette époque. Alors, sauf pour nous, je vois par exemple, ou pour vous qui êtes dans une ville avec des événements, en fait, très certainement que les réservations se font 1 an à l'avance. Nous, c'est ce qui se passe. Une fois que la course est terminée, généralement, on commence déjà à avoir des demandes pour l'année suivante. Donc, prix élevé, hein, il faut être dans des prix très chers, mais rester flexible quand même pour tester le marché. Ensuite, la deuxième zone, c'est la zone entre 6 et 12 mois. Donc là, on va commencer déjà un petit peu à ajuster selon la demande naissante que vous pouvez observer. Et si vous sentez que ça réserve plutôt bien, vous montez les prix. Ça, on peut s'aider d'outils comme RDNA, par exemple, Pricelabs aussi, où vous visualisez en fait le pacing, c'est-à-dire les réservations qui arrivent dans les prochains mois. Ensuite, vous avez la zone 3. Alors là, la zone 3, c'est la meilleure des zones. C'est la zone entre 30 et 90 jours. Donc là, généralement, c'est la période qui est la plus rentable pour vous. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à planifier leurs vacances, leurs déplacements, et là, il va y avoir une demande qui va être un petit peu plus forte. Et là, généralement, c'est là où on obtient les prix les plus élevés. Parce que, par exemple, ça peut être aussi des professionnels qui s'organisent ou qui ont prévu des chantiers, par exemple, dans votre ville et qui vont généralement s'y prendre à l'avance. Et là, généralement, c'est là que c'est le plus fructueux pour vous. Parce que là, normalement, si vous êtes bien placé au niveau des prix, vous pouvez vendre vraiment avec des très bons prix. Ensuite, on arrive sur la zone numéro 4. Là, c'est entre 7 et 30 jours. Donc là, si ce n'est pas réservé, là, il y a warning. Il faut commencer à vraiment baisser les prix. Vaut mieux avoir quelque chose que rien. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il faut commencer à vraiment être très vigilant. Ensuite, vous arrivez dans la zone numéro 5. Alors là, c'est la zone la pire. Hein, c'est la zone des last minute. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de remplir ce qui reste vide. Donc là, généralement, on casse les prix, mais l'objectif étant quand même de générer des revenus. Sachant que, et on le verra après, dans la typologie de clients que vous allez recevoir, d'après ce que votre logement respire comme typologie, on va dire comme segmentation de clients que vous allez avoir, vous aurez des professionnels qui se déplacent la veille pour le lendemain. Il ne faut pas l'oublier ça. Mais il y a de très fortes chances aussi qu'ils vont chercher du prix. Ok? Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc si c'est en haute saison, attendez pour baisser les prix. Ne braderez pas trop tôt parce que quelqu'un va risquer de payer le prix fort de la zone 3, que je viens de vous dire tout à l'heure. Par contre, en basse saison, baissez vraiment le plus tôt possible pour éviter de rester complètement vide. Mais en basse saison, pour moi, il y a une autre stratégie à mettre en place. C'est ce qu'on va voir un petit peu après. Alors ensuite, on arrive sur des stratégies un petit peu plus border.
border, il faut dire. Il ne faut pas forcément utiliser, mais je vous donne quand même parce que c'est des stratégies que j'ai déjà utilisées. Donc, je pense notamment au faux overbooking contrôlé. Donc, c'est une stratégie qui est un peu avancée. En fait, l'idée, c'est de prendre plus de réservations que la capacité réelle. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible, puisqu'en fait, tu as autant de logements que tu as d'annonces sur Airbnb. Je suis d'accord avec ça. Mais on peut aussi doubler. D'accord? On peut aussi doubler. Et on l'a déjà fait. En fait, c'est quand vous, notamment sur des périodes creuses, nous, ce qui s'est passé, par exemple, c'est qu'on s'est aperçu qu'on avait des logements qui étaient globalement identiques. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a des logements qui prenaient mieux que d'autres. Je pense dû aux photos, peut-être à l'agencement, peut-être aussi aux notations voyageurs. Ils avaient un meilleur positionnement dans l'algorithme et donc ils avaient tendance à prendre plus souvent les réservations. Et bien, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, vu qu'on avait des logements vraiment identiques, on a fait du surbooking sur le logement en question. C'est-à-dire qu'on a... Alors, ce n'était pas qu'avec Airbnb, on a aussi joué avec Booking. On n'a pas volontairement synchronisé avec calendrier et on avait aussi dédoublé l'annonce. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à créer du overbooking. Alors, on le fait que sur des périodes vraiment de basse saison, parce que sinon après, ça peut vite être incontrôlable, il faut bien savoir le gérer. Et en fait, on a replacé les voyageurs sur d'autres logements. Voilà ce qu'on a fait. Ou alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait des voyageurs professionnels qu'on avait prévus sur le logement en question, mais on l'a quand même laissé en actif pour prendre des réservations. Donc en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que de toute manière, ces clients qu'on a professionnels, on va y avoir un moyen de les remettre de toute manière ailleurs, même si effectivement, à la base, c'était ce logement-là qui leur était prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut être capable de le gérer, il faut bien le maîtriser, hein, mais ça peut être des techniques quand même pour remplir le calendrier. Alors ensuite, il y a la stratégie 8 qui est l'effet d'ancrage psychologique. Ça va être en fait de mettre un prix plus cher et de le barrer. Mais bon, ça sur Airbnb, ça ne se voit pas trop parce que c'est eux qui vont piloter les prix. Ça peut plus se faire éventuellement sur Booking et encore, ou alors ça peut être sur votre site internet. Autre chose que vous pouvez faire, c'est une autre stratégie. La stratégie numéro 9, c'est du revenu management par profil client. En fait, l'idée, ça va être d'adapter les prix selon d'où viennent les voyageurs de votre annonce. Donc, par exemple, quelqu'un qui arrive de Google sur votre fiche, Google My Business qui arrive sur votre site web, peut-être qu'il va avoir un prix plus cher justement, parce qu'il va venir en direct que s'il était passé par Airbnb, parce qu'il ne sera peut-être pas forcément familier avec Airbnb. Il y a beaucoup de voyageurs qui ne sont pas encore familiers. Donc, en fait, vous pouvez très bien avoir des stratégies même sur Booking. Vous pouvez très bien une stratégie Booking, une stratégie Airbnb et une stratégie vente directe. Parce que le profil ne va pas être le même. Ça marche aussi. Stratégie numéro 10, ça va être la segmentation par typologie. Donc là, vous allez avoir le même logement, mais avec des prix différents selon l'usage. Par exemple, ça peut être un séjour romantique à 200 € et ça peut être un séjour d'affaires à 160 €. Ou ça peut être un séjour famille à 140 €. Donc c'est même bien, les mêmes dates, mais avec un marketing différent et des prix différents selon la valeur perçue. Pareil, possibilité de jouer sur plusieurs plateformes, de doublement d'annonces, pas de synchronisation de calendrier, bien évidemment, photos différentes, bien évidemment, pour ne pas se faire repérer et avoir une suppression de l'annonce, bien évidemment. Mais ça, c'est possible également. Alors, on arrive maintenant à une autre partie, c'est les outils et les technologies. Donc déjà, pour moi, ne vous prenez pas la tête au départ, déjà, utilisez les outils des plateformes. Airbnb et Booking. Alors, je sais qu'Airbnb, le smart pricing, ce n'est pas dans notre sens, c'est plus dans le sens d'Airbnb, je suis d'accord. Mais il donne quand même des suggestions. C'est de plus en plus performant. Il vous donne quand même des recommandations par rapport à la concurrence. Donc déjà, c'est très facile. Pas besoin d'investir dans des gros outils, Chain Manager, Pricelabs, etc. Vous pouvez déjà commencer avec les outils recommandés par la plateforme. Ensuite, si vous allez plus loin, bien évidemment, je vais vous recommander de passer par des outils type Pricelabs, Wheelhouse, Beyond Pricing, qui vont automatiser en fait le revenu management. Mais moi, j'aime bien aussi piloter mon propre revenu management. J'aime bien avoir des recommandations, ce qu'ils sont capables de me faire, ça c'est cool. Mais j'aime bien aussi pouvoir piloter moi-même les prix parce que je me suis aperçu que je pouvais être encore meilleur qu'eux. Parce que je connais encore mieux mon marché que eux. Eux, ce n'est que des algorithmes. Alors, comment ils fonctionnent, c'est justement, que vous compreniez comment ils fonctionnent. En fait, ils regardent les concurrents, direct. Ce que eux, ils estiment les concurrents directs. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'eux estiment qu'on concurrent direct. Par exemple, sur Pricelabs, vous l'avez, la concurrence et même les chaînes hôtelières. Ils regardent les tendances de réservation.
Donc, il donne un scoring. Ensuite, il regarde les événements locaux. Mais attention, parce que parfois, ils ne les ont pas forcément en temps et en heure, hein, les événements locaux. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir des erreurs, je vous le dis. Ensuite, il y a les données météorologiques. Et il regarde aussi votre historique de performance. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir dresser, en fait, une politique tarifaire sur votre logement. Donc, ces outils coûtent entre 20 et 50 € par mois, mais aussi, c'est vrai qu'ils peuvent augmenter vos revenus entre 15 et 25% de plus tous les mois. Donc, pensez-y. Alors, maintenant, on arrive aux erreurs. Donc, les erreurs qu'il faut éviter, c'est de copier aveuglément la concurrence. Vos concurrents sont peut-être pas plus malins que vous. Alors après, c'est vrai que s'ils sont là depuis plusieurs années, que les réservations n'arrêtent pas de tomber, vous voyez dans les avis que ça n'arrête pas de tomber, que le calendrier est rempli, qu'ils ont des bons prix, a priori, ils sont quand même plutôt bons. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'il faut regarder. Bien évidemment, on ne va pas prendre un concurrent sans vérifier que ce qu'il fait fonctionne réellement. Ensuite, l'erreur numéro 2, ça serait d'être trop gentil avec ses prix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui... Certains ne veulent pas brader, mais certains, c'est l'inverse. Certains, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas appliquer les vraies lois du marché parce qu'en fait, ils ont peur d'être trop chers. Donc, résultat, ils vont sous-valoriser systématiquement leur logement. Et encore une fois, je vous le redis, si vous êtes complet 3 mois à l'avance, c'est qu'il y a un problème. Vraiment. Autre erreur, je vous en ai déjà plus ou moins parlé, c'est d'imposer des nuitées minimum au lieu d'optimiser les prix par durée de séjour. Et ça, c'est une grave erreur. Ne pas mettre un minimum de nuitées, s'il vous plaît. Faites-le pas. Sinon, vous allez... c'est de l'argent que vous perdez. Hein. Autre chose, une autre erreur que j'ai pu avoir sur quelqu'un que j'ai eu notamment en séance d'accompagnement, c'est qu'il changeait les prix trop souvent. Modifier ses prix 5 fois par jour stresse les clients et nuit à votre référencement sur les plateformes. Clairement, les plateformes ne vont pas aimer du tout et vous allez perdre des clients. Donc attention avec la modification trop régulière des prix. Ensuite, n'oubliez pas les frais additionnels. Bah oui, n'oubliez pas les frais de ménage, les commissions des plateformes, les taxes de séjour qui viennent. Alors ça, c'est bien, notamment, je vois sur Airbnb, on a l'affichage réel du voyageur, ce qu'il va payer, pour que vous puissiez bien comparer. Et si, par exemple, vous êtes au même prix qu'un hôtel, faites attention quand même. Parce que si le logement est globalement identique, il y a beaucoup de gens qui ont préféré les hôtels. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc faites attention parce que les frais de ménage inclus dedans, les taxes de séjour, etc., combien revient le logement in fine, quoi. Et l'erreur numéro 6, ça serait de négliger la valeur perçue. Hein, un beau logement bien photographié peut se vendre 30% plus cher qu'un logement identique mal présenté. On est d'accord avec ça. Si aujourd'hui vous souhaitez aller plus loin dans le revenu management, ce que je vous propose dans la partie description, c'est que je vous ai mis en fait une formation gratuite sur le revenu management. C'est gratuit, vous renseignez votre email et vous récupérez une formation en vidéo où je vous présente de manière plus approfondie justement le revenu management et les différentes techniques que vous pouvez utiliser pour gérer les hautes, basses saisons, pour gérer vos prix en fonction du comportement des voyageurs, en fonction de la segmentation de votre logement et en fonction de la concurrence. Donc tout ça, ça se trouve directement dans cette partie description de cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc si on doit un petit peu résumer ce que je viens de vous dire là, n'oubliez pas que vous devez absolument adapter les prix en fonction de la demande. Utilisez aussi des outils pour vous aider parce que vous ne connaissez pas forcément le marché, c'est évident, ou alors il va falloir faire des tests avant, mais pour ça, vous avez aussi les concurrents, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai démarré comme ça, hein. Je n'ai pas démarré avec Pricelabs ou RDNA, j'ai démarré avec la concurrence. Je me suis laissé inspirer par la concurrence. Et toujours optimiser la valeur perçue de votre bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo ou si vous avez des questions sur le revenu management, bien évidemment, je serai heureux de pouvoir y répondre. On a terminé cette vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.